Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%. Donc, mon nom, vous le connaissez, Géraldine Van de Ven. Je suis praticienne dentaire équin depuis de nombreuses années et aussi depuis quelques années spécialiste en embouchure et en azur, c'est-à-dire bitfitter. Et donc, ce soir, voilà, je vais vous présenter la deuxième partie de ce qu'on avait parlé de ces conférences. Donc, une partie aussi après la première partie prévention, une partie plus pratique ce soir. Donc, je suis active en Belgique et en France et vous pouvez aussi me contacter si vous avez des questions, soit par Laurence, soit directement via Facebook à mon nom ou par mail, il n'y a pas de souci. J'y répondrai de mon mieux. Voilà. Merci beaucoup et j'espère qu'on passera une bonne soirée ensemble. Donc, ce soir, nous passerons une partie plus pratique avec une courte introduction, le contrôle de bride pour choisir quel bride on sort et donc la partie question. Donc, un prévu au niveau attention, comme je dis, comment est-ce qu'on peut voir si le mort ou le bridon ne va pas ou ne convient pas à mon cheval, les écueils évités. Ce soir, on va pouvoir regarder concrètement que définir à propos du matériel. Le contrôle du mort du filet. Alors, tout d'abord, il serait très intéressant pour tous de vérifier l'état de son matériel. Dernièrement, j'ai partagé un article sur un mort qui s'est brisé, enfin rompu ou cassé, comme vous pouvez l'interpréter ou quel vocabulaire vous pouvez utiliser. Elle était montée. Alors, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de constater que le cuir du filet était complètement usé, donc avec tous les risques que ça peut comporter, ou que le métal du mort, il faut savoir que ça s'use, le métal était vraiment dans un état soit d'oxydation, soit d'usure très très avancé. Donc à ce niveau-là, je veux dire que c'est très très simple, c'est d'abord bien entretenir votre matériel, regarder si tout votre matériel est encore en bon état d'usage. Quand on parle du métal qui s'use, non seulement on peut présenter des signes d'usure, d'oxydation ou d'amincissement du métal, mais si on dit amincissement, cela veut dire aussi que, par exemple, la longueur ou l'épaisseur vont changer au fil des années. C'est-à-dire que ce que vous avez acheté comme produit aujourd'hui, cela peut très bien, d'ici un an ou deux, qu'il aura une autre conformation et que la conformation du produit acheté aujourd'hui ne compte donc à la tête et à la bouche de votre cheval d'ici un an, juste de par le matériel. On ne parle pas encore par rapport au cheval. Quand on dit contrôle du filet et du mort, il y a plusieurs points que l'on va pouvoir contrôler nous-mêmes. C'est-à-dire la position de la têtière, est-ce qu'elle ne va pas coincer la nuque, est-ce qu'elle est bien adaptée, est-ce que le cuir n'est pas trop saillant, est-ce qu'on va au niveau des oreilles du cheval. Le frontal, par exemple, est-ce qu'il n'est pas trop court, est-ce qu'il ne va pas trop tirer. Parce qu'il faut savoir qu'un frontal trop court ou trop serré peut provoquer des maux de tête chez le cheval. La muserolle, question, faut-il en mettre, ne faut-il pas en mettre? On ne va pas rentrer dans le débat, mais la muserolle, de toute façon, est bien adaptée. Elle n'est pas là, comme on l'avait dit déjà dans la première partie, mais la bouche du cheval. Elle a un rôle de répartition des pressions. Donc, de ce fait, elle doit être également bien ajustée. Le noseband, idem,
Il n'est pas là pour fermer la bouche du cheval. Il est là uniquement pour maintenir le mors et éviter les frottements. Donc au niveau du mors également, on va regarder si celui-là n'est pas trop long ou trop épais. Le filet, comme je vous dis, plusieurs points à vérifier, la tétière, le frontal, la muserolle, donc voir aussi l'état du matériel, la souplesse du cuir par exemple. Donc ici sur ce dessin, vous voyez donc tous les terminaisons nerveuses au niveau de la tête du cheval, et en jaune donc un filet qui a été dessiné, donc l'emplacement du filet. Donc vous voyez bien tout autour des oreilles, mais aussi quel nerf crânien passe. Donc ce sont des chevaux, on va entendre ah oui, mais il ne supporte pas qu'on touche à ses oreilles, une énorme sensibilité de la nuque, à nouveau des maux de tête, des compressions. Il faut vérifier aussi au niveau si les points d'attache ne vont pas aller frotter contre l'articulation temporomandibulaire. Sinon, ça peut provoquer aussi des frottements et des irritations pour le cheval. Donc, question montant également, vous voyez qu'ils suivent tout à fait la ligne du nerf. Et donc, là aussi, voir que ce soit pas trop comprimant. Et l'emplacement de la muserolle, en effet, toujours très importante, qu'elle ne soit pas trop serrée pour permettre un espace, non seulement que la mandibule puisse passer, mais aussi ne pas comprimer les. Donc ici, vous voyez, concernant l'ajustement de la tétière du frontal, dans ce cas-ci, par exemple, il s'agit d'un frontal trop court. Donc, ce n'est pas vraiment la bonne chose. Vous voyez que le frontal, pardon, la tétière est collée à la base des oreilles, alors qu'il faudrait laisser plus de place et de dégagement, et que le frontal est trop tendu. Alors, il y a différents types de tétière à l'heure actuelle. Chaque tétière est adaptée au type de discipline qu'on va faire avec son cheval. Ce que l'on peut constater, c'est que même un cheval de balade, lui aussi a droit à son confort, tout à fait conseillé de regarder pour le bon confort du cheval. De même, donc pour la position du mors dans la bouche du cheval, en fonction du type de mors que l'on va utiliser, on va appliquer une position différente. C'est-à-dire que le mors ne va pas pouvoir être posé, mais également pas trop haut dans la bouche du cheval. Qu'il soit simple brisure ou double brisure, de format anatomique ou non, on devra réajuster la position du mors. Donc, oubliez la position avec les deux plis à la commissure des lèvres. C'est tout à fait, on va dire, erroné. Les chevaux actuels ne sont plus de standard et il sera mieux de vérifier la position corps-bouche du cheval plutôt que de se baser sur du visuel et donc sur les commissures des lèvres. Donc, de même, regardez également lors de la position du mors, s'il ne va pas aller trop comprimer la langue, il est trop dans le palais. Pourquoi? Si on choisit un mors qui va être trop gros et si notre cheval n'a pas beaucoup d'espace, donc on va déjà créer, sans même aucune action de reine, une compression. Donc, ce qui va rendre les choses un petit peu plus compliquées, c'est qu'à l'heure actuelle, donc, il y a des dizaines de types de morts différents et même de filets, donc le choix va être beaucoup plus difficile qu'auparavant. Voilà. Et donc, ce n'est pas inutile d'avoir un guide compétent pour nous. Là, je vais faire un petit peu de promotion pour les visiteurs, c'est-à-dire qu'en fait, chaque cheval aurait droit à sa séance et un conseil à viser. En fait, ce qu'on avait déjà dit en première période de conférence, enfin la conférence précédente, pardon, c'est que donc on peut pas mettre n'importe quoi ni n'importe comment dans la bouche du cheval. Donc le cheval, on va venir au cas pratique.
Là, sur cette photo, déjà, ce sont différents types de filets double brisure, par exemple, et même simple brisure. Donc, c'est vrai que c'est ce que l'on voit un petit peu quand on va en sellerie, c'est qu'il y a un choix énorme de matériel, de matière, de couleurs, on va même dire, et aussi de modèles. Donc, le choix va être... Il y a en effet aussi différents types de morts, les morts droits, les morts brisés, morts avec gourmette ou sans gourmette, avec ou sans passage de langue. Alors, sur le brisure ou double brisure, il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Deux types de morts ont une répartition des personnes vont apprécier un certain type de mort et d'autres pas du tout. De nouveau, le tout est à voir au cas par cas. Il faut savoir qu'un simple brisure n'est pas plus mauvais qu'un double brisement. Donc, il faut éviter de nouveau les extrêmes de dire ah ça à chaque fois c'est mauvais ou non il faut plutôt prendre ça et ça c'est bon pour cent. Ce n'est pas différent. Chaque cheval a une anatomie différente et différent et aura un choix différent. Au niveau du matériel, là, il faut savoir qu'il y a une évolution de la production des morts. Donc, à la base, le matériel standard utilisé est l'inox, qui est pour moi quelque chose de très très bien. Il n'y a que quelques cas de chevaux qui présentent une allergie à l'inox, un petit peu comme chez les humains, l'allergie au nickel, mais c'est rare. Donc, c'est qu'un petit peu l'inox revient dans le premier choix au niveau matériel. Le cuivre a été fort utilisé, mais le cuivre pur peut s'oxyder et l'oxyde. Donc, ça fait un matériel léger, mais attention à l'oxydation. Tout ce qui est argentan, origan, sansogan et salox sont des armes à base de cuivre, mais mélangés avec d'autres en font un matériel très solide, très stable et avec peu de bouche du cheval. De ce fait-là, la durée de vie de ces matériaux est moins d'oxydation et certains ont même plus d'avantages que d'autres. On va penser au Salox, par exemple, qui est très stable et qui prend directement la température du corps du cheval. Donc, on n'a pas un contact. Le chaos des résines, là, il faut faire attention parce que ceux-là, dès qu'ils usurent, peuvent provoquer des irritations dans la bouche du cheval. Donc, il faudra faire très à l'état d'usure de tout ce qui est caoutchouc et résine. Là aussi, il y a une évaluation au niveau de la matériel stable et beaucoup mieux du cheval. Alors, on a aussi le sweet iron et tous les morts qui sont rouge bleu. Ce sont des qui, par exemple, voient une origineuse et rouille certains goûts, là, regarder jusqu'à quel stade on va voir. Et le cuir est donc l'alternative avec le sang mort quand il s'agit de donc qui fait sur différentes parties du mort, c'est-à-dire aussi la partie centrale et essayer de tester ça sur de penser tiens on va avoir tel ou tel effet et tel point d'appui. Alors ici légère courbure anatomique, là vous voyez par exemple d'autres parties centrales et d'autres points charnières précédents. De ce fait, ce mort-ci aura d'autres points d'appui dans la bouche du cheval. Ici, un mort droit. Donc, on va voir qu'il est droit, il n'est pas courbé, il présente des petites boules. Donc, là aussi, bien de nouveau regarder pour le réglage du mort, qu'il soit bien en place. Parce qu'il faut penser que si un mort est trop long
Et si on va demander une action sur tirer de gauche à droite, dans tous les cas, et une irritation au niveau des barres et de la langue du cheval. Alors ici, nous avons donc un mort avec un passage de langue. On peut parler vraiment de passage de langue et pas de port parce que ici on a une largeur qui correspond donc au moins à 3-4 doigts, donc vraiment la largeur de la langue du cheval va bien pouvoir passer en dessous du mort. Oui, un mort de monte western, ce qu'on appelle au milieu. Donc, ça va aller appuyer plus sur la mal placée pour appuyer dans le palais du cheval. Il ne faut pas juger les morts en fonction de leur sévérité. Ok, il y a des morts qui sont un petit peu fil de fer barbelé, mais par exemple, un mort de bride ou un mort western bien utilisé, bien adapté à la bouche du cheval ne vont pas provoquer plus de dégâts qu'un filet simple brisure mal utilisé ou pas du tout adapté à la bouche de votre cheval. Donc, on n'est pas ici pour faire des condamnations, mais donc savoir chez qui on va mettre ce type de mort, donc dans la bouche de quel cheval et avec quel cavalier. Le bridon, lui aussi, a toute son importance, ne fût-ce que également pour l'acceptation du mort. Parfois, en un certain cas, rien qu'en changeant donc le filet qui soit mieux adapté au cheval, on a déjà une meilleure acceptance et un cheval beaucoup plus décontracté. Alors, ce qu'on peut voir ici, donc ce sont les filets un petit peu plus type pour cheval de dressage, mais qui conviennent très bien aussi aux chevaux d'obstacle, par exemple, ou même pour aller faire de la balade. Pourquoi? Parce que donc on voit la tétière est découpée et de forme anatomique et bien renforcée, donc on aura une bonne répartition des pressions. Le frontal, il est également découpé donc pour éviter trop de tension des temporaux. On peut par exemple quand même reprocher certaines choses à ce filet-ci, c'est que vous voyez les attaches des montants vont aller sûrement appuyer à l'articulation temporomandibulaire. Donc à ce niveau-là, il faut faire attention. Par contre, la muserolle forme anatomie et donc ici, nous avons un cheval pour la monte ouest. D'accord. Non, mais je l'ai là, pour le cheval pour la monte western. Ici, donc, on va voir l'utilisation aussi qu'on va faire. Donc, le filet précédent, c'est un conseiller pour le dressage et l'obstacle. Pourquoi? On va demander des actions plus du cheval. Que, par exemple, pour la monte western, où là, on aura plus une action des jambes et de la position du cavalier. Et de ce fait-là, le filet c'est resté beaucoup plus en place. Normalement, on vient moins aussi, on a moins d'action dans la bouche du cheval. Par contre, si on a un cavalier qui n'est pas habitué à la monte western ou inversement le cheval qui n'est pas habitué, pardon. Et donc là, on va pouvoir revoir aussi les conditions du filet, par exemple, parce que si le filet commence avec le mort de gauche à droite, parce que les actions de rêne ou les mouvements de tête du cheval ne correspondent pas aux actions demandées, ça va aux irritations au niveau de la. Si nous avons un cheval d'attelage, donc pour les chevaux d'attelage, là aussi on a énormément de pression qui va se mettre sur la tête du cheval. Donc là également, ce sera très important d'avoir du matériel adapté, confortable pour ce cheval-là. C'est tout aussi important que pour notre cheval de dressage. Et donc aussi, la seule différence, c'est la position des œillères.
Là également aussi, on peut avoir des œillères complètes ou semi-complètes. Il faut voir aussi qu'elles n'aillent pas appuyer dans les yeux du cheval. Bien souvent, les montants sont trop tirés et les œillères vont mal se placer. Donc, c'est très très important également, donc pour tout type de chevaux, de regarder si notre matériel est bien placé, bien positionné et bien confortable. Alors, vous allez me dire, tiens, ça c'est un licol tout simple. C'est qu'un licol qui, par exemple, va être trop serré ou porté 24 heures sur 24 par le cheval peut également provoquer des irritations au long terme. Donc, ce sont des chevaux qui vont avoir des cas de head shaking. Donc, là aussi, il faut bien penser. Il ne faut pas laisser un cheval 24 heures sur 24 avec son licol. De même aussi, ces licols, s'ils sont tout à fait adaptés parce qu'ils ont ces fameux mousquetons qui lâchent même sinon on tire un peu trop fort. C'est fait exprès pour éviter que la cheval n'aille se briser la nuque, par exemple. Le licol éthologique, donc normalement bien placé, il a ses points de pression juste au point où vont avoir le passage des nerfs. Donc, ce sont travail. Donc, ce n'est pas fait pour attacher le cheval au mur ou pour le transporter. Pourquoi? Parce que c'est de la corde, donc elle est déjà beaucoup moins large, elle est beaucoup plus tranchante que notre licol simple de prairie. Et de ce fait-là, c'est un licol de travail, mais donc pas du tout pour attacher le cheval. Ça peut être même très très dangereux. Alors, quand on passe en azur, il ne faut pas penser qu'en azur va d'office, comme c'est sans mort, être plus confortable pour le cheval. Ça peut être aussi en fonction du type de matériel qu'on a choisi. Pour cette via, on a, mais au niveau du nez, on a de la corde. Donc, la corde, elle aussi, va avoir une action beaucoup plus sévère sur le nez du cheval. De même, on peut penser aussi que pour apporter bien d'avoir une tête de forme anatomique et embourrée, puisqu'on va avoir, à la place d'avoir une action dans la bouche du cheval, on aura un rapport de force sur le nez et sur la nuque du cheval. Donc, une enazure, ce qu'on appelle croisée. Donc, là aussi, le choix, quand on prend une enazure, tous les chevaux ne vont pas réagir de la même manière à un taille pool, à un croisé, à un bridless, c'est des choses comme ça. Donc, l'important, c'est aussi de bien choisir, de voir aussi un petit peu le passé du cheval, ou si c'est pour la première fois, donc avec un mort, les actions de renne, l'adaptation du cavalier aussi aux actions de renne qui peuvent être très changeantes par rapport si le cavalier a toujours monté avec un mort. Et donc, pour le jeu également, qu'est-ce qui va être sont les points de pression qui va le mieux accepter? Parce que il peut être dur aussi, par exemple. Donc, c'est très important de judicieusement le type de matériel que l'on va utiliser et qu'il soit aussi bien adapté. Pour la camor, très important, bien utilisé et parce que sinon, oui, on peut avoir des soucis, donc des paralysies faciales chez le cheval. Vous avez entendu? Là, on s'est un peu coupé. Tu crois que tu peux reprendre ce que donc, tu il faut faire attention, donc, aussi, au bon ajustement au niveau de la camor. Pensez aussi qu'il y aura beaucoup plus de pression et de la... Oui, bien regarder à une bonne adaptation de la... pour éviter donc de
paralysie faciale si le matériel est mal ajusté, et toujours penser aussi que dans un cas d'acamor, on aura encore plus de pression sur la nuque du cheval. Et tu as une question de la part de Perrine qui dit, toujours en parlant des tétières, un cheval peut-il être à l'aise avec une tétière normale, mais ne pas supporter les anatomiques? Tout à fait. Question, donc, et même la frustration de certains clients qui achètent un tout nouveau filet anatomique, ou par exemple, et que leur cheval, en fait, ça leur... Donc, il faut pas toujours courir en sellerie, je vais dire, et acheter directement quelque chose de tout nouveau et très anatomique, parce que certains chevaux n'aiment pas du tout et préfèrent quelque chose de plus simple, ou inversement. Donc, c'est là que c'est très difficile de dire, tiens, à coup sûr, si vous achetez ça, ça va marcher. Pas du tout, en fait. Et du coup, quels sont les grands signes d'inconfort, en fait? Enfin, qu'est-ce qui va vraiment te montrer de A à Z que finalement, tu as intérêt à te poser les bonnes questions? Oui, c'était ce qu'on avait vu dans la première partie. Ce sont tous les signes d'inconfort que le cheval va montrer. Alors, une muserolle mieux qu'une autre, il y en a pas vraiment. C'est-à-dire que là aussi, il y a des muserolles qui sont plus larges. C'est une question de Perrine. Il y a des muserolles qui sont plus larges, d'autres plus minces. Là aussi, il faut voir au niveau de l'anatomie du cheval, est-ce qu'il a une grande tête, et voilà quoi. Donc, pardon, il y a des chevaux qui ont des problèmes de sinus aussi. Donc, eux aussi, va falloir trouver un autre type de muserolle. Donc, il y a des chevaux, par exemple, qui vont très bien avec une muserolle mexicaine, et d'autres pas du tout, ça va les irriter. Mais vous dire comme ça, un tel cheval aura besoin de ça ou ça, c'est pas possible. Et du coup, je pense que la question concernait le mordroit en cuir, savoir ce que tu en pensais. C'est pareil, c'est compliqué. Tu vas nous dire que ça dépend de chaque cheval, c'est ça? Oui, il n'y a pas de mort qui est bien, qui convient à chaque cheval, et voilà, ça c'est déjà la base de principe. Donc, même s'il y a des effets de mode et que beaucoup de personnes disent beaucoup de bien de tel ou tel filet ou de tel ou tel type de mort, c'est pas pour ça que ça va marcher pour votre cheval à vous. Donc, c'est très difficile de faire des généralités. Je vais dire ce que je dis à chaque fois, c'est de comparer avec les chaussures. C'est pas parce que tout le monde marche avec un tel type on va dire, de basket d'une marque, que pour ça, ce modèle-là va vous convenir. Chaque marque a d'ailleurs différents modèles. Pourquoi? Parce que chaque pied est différent, chaque personne a une position différente, une posture différente, un pied différent. Vous serez plus confortable dans un modèle, et que votre voisin ou votre voisine sera plus confortable dans un autre modèle, même si vous avez la même pointure. Pour les chevaux, c'est exactement pareil. Il faut savoir qu'on va mettre quelque chose sur la tête du cheval ou dans la bouche, qui est la partie la plus sensible de l'animal. Donc, il faut être très très conscient de ce qu'on fait. On ne peut pas mettre n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et de nouveau, les écueils, c'est que ça marche. C'est vrai, on a vite lieu de dire, ben tiens, on va essayer. Je vais dire, pensez aussi, si vous essayez une paire de chaussures qui vous convient pas, vous avez très vite mal aux pieds. Au départ, c'est une rougeur, mais après, on peut même avoir des pieds avec des ampoules. C'est exactement la même chose dans la bouche du cheval. Seulement, si on va pas regarder dedans, on va pas le voir tout de suite. Donc, c'est quand même très difficile. Du coup, quand tu entends souvent dire que pour un poulain, tu as intérêt à débuter avec un mors en résine, et ensuite passer à un autre type de mort, tu t'es d'accord avec ça ou pas forcément? Non, pas du tout. D'accord. Pas Ok, du ok. tout. Alors, je vois une question de Perrine, Ouais. de 17 cm. Alors, ça, on en a chez certaines marques, surtout en Allemagne. Donc, pour des grands chevaux, il y a chez Springer et il y a chez Stubb, ils ont des longs. Et pour les poneys de club, ce qu'il faut faire, donc pour préserver le cheval,
C'est quand on fait une consultation de fitting qu'on demande au meilleur petit cavalier, on va dire, du club, de monter le cheval et on va regarder ce qui est le plus confortable pour le cheval. Et après, c'est vrai que, bon, ben, même s'il y a 10 cavaliers différents qui vont monter dessus, on va regarder à la base ce que le cheval va montrer qui est plus confortable pour lui. Il faut savoir qu'un cheval qui est par exemple des bourrages, qui n'a pas encore de cavalier sur le dos, on peut faire une consultation de beat-fitting à la longe. Et là, on va voir déjà aussi les réactions du cheval par rapport à tel ou tel type de mort. Donc ton mort, il est amené à évoluer aussi avec le travail du cheval? Oui, tout à fait. D'accord. Et ouais, et de fait, en fait, ça vient aussi de son évolution de morphologie. Oui, On est aussi. d'accord. Ou en cas de gros problèmes dentaires, par exemple. D'accord. On peut, donc, si un cheval a été au repos, présenter des problèmes de santé, donc, par exemple, si le matériel lui convenait avant sa mise à l'arrêt, pour X ou X raison, on peut voir qu'après sa reprise au travail, par exemple, il ne peut plus du tout accéder, même si la peine n'était pas un problème de bouche, mais par exemple un problème de tendon ou un problème de dos. D'accord, ok. Est-ce que tu as vu la question de Perrine concernant la durée d'une consultation de beat-fitting? Non, c'est donc le beat-fitter, il va pas vous faire tout essayer, mais c'est vrai qu'une consultation dure facilement 2 heures. Oui. On a des consultations qui sont plus rapides aussi, mais je veux dire, on trouve directement le mort. Nous aussi, on n'essaye pas tout et n'importe quoi parce que ça peut être dangereux. Il y a des chevaux qui réagissent uniquement en ouvrant la bouche et en montrant que ça leur fait mal. Il y en a d'autres, ils se cabrent et ils éjectent le cavalier. Donc, de nouveau, c'est pas sans risque. J'ai une petite question qui est arrivée par texto. Est-ce qu'il t'arrive à un moment donné de déconseiller une embouchure pour passer à une en azur selon le type de chevaux que tu peux voir? Ouais. Oui, s'il y a des grosses lésions en bouche, par exemple, il faut conseiller l'en azur. Ouais. D'accord. Et donc, oui, ce qu'il y a évidemment, si on a un cheval pro de dressage, il faut conseiller un temps l'en azur et quand il y aura une guérison des lésions dans la bouche, là, on passe à une consultation en vue de trouver le meilleur mort qui va plus aller gêner le cheval et surtout plus provoquer d'autres lésions. Là, on ne peut pas faire autrement. Mais si on a la possibilité, on passera à l'en azur. Oui. Ok, d'accord. T'as Evaël qui demande si le beat fitting et le saddle fitting sont étroitement liés. Alors, le beat fitting, c'est le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire que la bouche de votre cheval doit être bien entretenue et en équilibre. Elle est bien entretenue. C'est préférable aussi qu'au niveau des vertèbres, tout ça, que votre cheval ait vu l'ostéopathe ou autre, que ce soit bien en ordre. Et le saddle fitter, qu'il ait une bonne selle adaptée et fitting. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu le dernier maillon de la chaîne. Est-ce que tu peux juste réexpliquer justement pour Evaël ce qu'est exactement une en azur parce qu'elle posait la question? Alors, une en azur, c'est tout ce qui est sans mort. Donc, ça va du side pull au beatless, l'en azur au mérotte, tout ça. C'est, voilà. C'est tout ce qui est sans mort. Du coup, Christine demandait si tu avais le droit, si tu pouvais donner une idée de tes tarifs. Alors, mes tarifs, ça c'est pas compliqué, on peut les voir d'ailleurs sur mon site internet, ils sont officiels. Donc, le prix de consultation individuelle est de 60 € à partir de 2 cavaliers en même temps. Donc, je prends en consultation en piste parce que le cheval doit être monté par le cavalier 2 à 3 personnes. Et donc revient à 50 € pour la consultation de 2 heures. Vous avez une fiche avec un bilan complet de ce qui a été vu, de ce qui a été essayé, et donc ce qui est conseillé, c'est-à-dire le meilleur mort ou la meilleure en azur avec le meilleur filet à votre cheval. Et donc à cela s'ajoutent les frais de déplacement. Ça c'est en fonction de voilà. Donc tu pars sur 2 heures à peu près par cheval et par propriétaire. Oui. Ouais. Voilà, tout à fait. D'accord. Oui.
Une petite question aussi, pareil que j'ai reçu par texto, qui me dit on est plusieurs à monter le même cheval, donc ce sont des histoires de DP. Est-ce que alors il y en a enfin avec une des cavalières, elle a l'impression que le filet bouge et du coup le mors est un peu instable dans la bouche du cheval et pas forcément avec la seconde. Et du coup Tout elle à dit fait. est-ce que de fait, je dois changer de mort? Est-ce que je peux adapter avec éventuellement, je sais pas, un peu une peau de mouton ou quelque chose de cet ordre, de façon à ce que le filet bouge pas? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, ce qui est quelque chose de courant, c'est que par exemple, un mort convient très bien avec un cheval et que l'autre personne qui a le cheval, par exemple, en demi-pension, ce mort-là lui convient pas du tout. Et ils auront besoin d'un autre mort parce que il y a une influence des mains du cavalier et de la position sur le cheval. Donc, c'est possible que c'est pas seulement le mort qui bouge ou des choses comme beaucoup moins au cheval. Donc, c'est vrai qu'aussi lors d'une consultation, par exemple, si on a deux cavaliers réguliers pour le cheval, les deux cavaliers doivent être présents. D'accord. Ok. Ça marche. Petite question du coup de Perrine qui dit est-ce que tu as besoin d'un mort différent à la fois pour la monte et pour les longues graines? Normalement, si le monte, il conviendra pour les longues graines également. Ok. Donc il n'y a pas de souci. Oui. Et par contre, pour l'attelage, où on a quand même le côté jeu tracte en plus, tu conseilles de changer aussi ou pas forcément? Donc oui, on a les morts d'attelage, alors il faut voir si ça convient bien au cheval. Et là, c'est vrai qu'on a moins de choix, on va dire, que les morts de filet simples. Oui. Mais c'est aussi tout aussi important pour les chevaux parce que si on voit les dégâts en bouche, et c'est vrai qu'on n'a pas d'autre action à l'attelage, on va dire, à part la voix. Si le cheval écoute l'action dans la bouche du cheval, c'est que le mort soit bien adapté. Sinon, c'est des chevaux qui présentent des lésions au niveau des barres. Ouais. Et de fait, Au grand désespoir d'ailleurs des meneurs parce qu'ils n'ont pas toujours beaucoup d'autres solutions. ouais, oui, bah oui, parce que là, ouais, dans tous les cas, t'es coincé. Oui, voilà. Et alors, du coup, une question qui m'arrive par ailleurs. Bah, attends, on va déjà répondre à celle de Perrine qui nous dit est-ce qu'il est possible qu'un cheval n'accepte qu'un seul mort avec un cavalier différent? Dans le cas que tu as expliqué, en fait. Oui. Oui, bien sûr. Et la deuxième question que j'avais, c'est quelqu'un qui monte à la fois en classique et en western, alors qu'il change de mort, mais elle garde le même filet. Oui. C'est une bonne chose ou pas forcément? Ou tu conseilles à la fois de changer Ben normalement, c'est-à-dire que oui, il vaudrait mieux avoir si c'est le filet classique qui est utilisé en western, ça va. Si c'est Ouais. l'inverse, c'est un peu moins bien. Voilà. D'accord. Ok. Du fait des points de pression, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et Perrine demande ce que tu peux faire pour limiter les lésions sur les barres à l'attelage. Avoir un mort bien adapté. Voilà. Et quand c'est trop tard, t'arrêtes d'atteler Mais quand pendant un c'est temps. trop tard, éviter d'en créer des nouvelles. Mais quand c'est trop tard, que les lésions, on ne sait plus les changer. Quand l'os est abîmé, on ne sait pas les réparer l'os. On est bien d'accord. De toute façon, t'es coincé à ce niveau-là, quoi, derrière. Mm. Du coup, dans les petites questions que je t'avais envoyées, il y avait effectivement cette histoire de changement de mort avant et après l'intervention du dentiste. Où là, j'imagine que oui, tu peux être amené à changer de mort. Oui, mais c'est-à-dire que de toute façon, le soin dentaire est très important pour le cheval, très important un soin dentaire bien exécuté, c'est-à-dire qu'on arrive trop souvent encore à trouver des dents de loup incluses chez un cheval qui est montané et donc qui présente ou qui a toujours présenté une gêne à la monte avec le mort. Donc ça c'est très très dommage, on va dire ça comme ça. Et donc c'est vrai que si on a un cheval qui n'a jamais vu le dentiste
Et quand on lui fait un bon soin dentaire, après, c'est sûr qu'il va déjà être beaucoup plus agréable en bouche, de toute façon. Donc, c'est changer de mort avant, après le passage du dentiste. On va dire, si votre cheval est toujours bien suivi régulièrement et qu'il a un bon mort, on va pas devoir changer de mort avant. C'est-à-dire que le dentiste ne peut apporter que du mieux. Par contre, si après le passage du dentiste, ça va pas du tout, c'est peut-être qu'il y a eu un souci au niveau du soin dentaire. Mais normalement, on a toujours un apport de mieux. Donc, le cheval doit être suivi tous les ans au niveau du dentiste. Et s'il a son mort bien adapté, il n'y a pas de changement avant après. Est-ce que tu as vu la petite question d'Evaël? Je l'ai dit, non, ça n'a aucun sens. Non, c'est dépassé. Je l'ai dit pendant la présentation. Donc, Ouais. non, c'est dépassé. Qu'est-ce que tu dis quand tu es cavalier de club et qu'on t'a appris ça en permanence et qu'à un moment donné on te dit bah non finalement c'est dépassé? Comment tu l'expliques? Ben oui, parce que en fait, si on regarde l'anatomie du cheval, il y a des chevaux qui ont des grandes bouches, c'est-à-dire qu'ils ont la commissure au niveau des prémolaires, et d'autres qui ont des petites bouches et ils ont la commissure au niveau des canines. Donc les deux plis, ben voilà quoi. Ouais, d'accord. Ça convient pas à tous les chevaux, quoi. Je sais pas si tu as vu la petite question de Faustine qui nous dit si le cheval ne salive pas lors du travail, cela veut-il dire que le mort n'est pas adapté? Pas spécialement. Il y a des chevaux qui ne salivent pas beaucoup en fait. Donc quand on dit qu'un cheval doit saliver ou mâchouiller son mort pour être décontracté ou non, pour toi pas forcément de fait. Mâchouiller, c'est-à-dire qu'il doit décontracter la mandibule, c'est pas qu'il doit commencer à mastiquer le mort. Ça, c'est déjà une très grande différence. Et donc, voilà. Et ça ne peut pas rouler parce qu'on appelle un petit peu de rouge à lèvres. Quoi, pas plus. Alors là, je n'ai pas entendu la fin de ta réponse. Je sais pas si tout le monde en ligne l'a entendu. Tu peux éventuellement juste nous redire ce que tu nous disais après le rouge à lèvres? Oui, plus que ce qu'on appelle le rouge à lèvres. Voilà. Okay, et en fait, alors moi quand j'étais en club, j'entendais beaucoup dire que un cheval qui justement qui ne salivait pas, qui se décontractait pas, il fallait lui mettre lui mettre dans la bouche un mort qui l'amenait plus à saliver. Pareil, c'est quelque chose du côté du mythe ou c'est assez vrai pour toi? Qu'est-ce que va être un mort qui va l'amener à plus saliver? La question. Je n'en sais rien. Voilà. La question en fait. Donc il y a certains, on va donner le morceau de sucre qui est d'ailleurs très mauvais pour les dents pour l'amener à saliver. Il vaut mieux éviter et on va voir un cheval qui est décontracté, qui a moins de stress, qui a moins d'office, déjà se décontracter, être plus détendu et faire des mouvements, on va dire pas de mastication, mais de décontraction de la mandibule. De ce fait-là, va détendre sa langue, va commencer un petit peu saliver. Donc voilà, tout est lié en fait. D'accord. Et pour reprendre la question de Perrine, oui, le cheval qui salive ou qui mâchouille, est-ce que c'est un signe de décontraction ou pas? Ou ça peut être assimilé à un signe de tension plus qu'autre chose? De nouveau, mâchouiller ou mordre. Ouais. Mordre, c'est plus tension. Mâchouiller, c'est détente. Pas de souci, ça marche. Et pareil, bah pareil. Du coup, quand ton cheval est en azur, tu fais pas forcément attention aux mêmes signes. Est-ce que si, il va aussi mâchouiller, il va aussi saliver en fait. D'accord. S'il est décontracté, il va avoir les mêmes effets. Et est-ce qu'il y a des enazures qui t'imposent pour avoir des actions plus ou moins brèves, plus ou moins fortes?
de travailler plus ou moins rênes longues, parce que on voit aujourd'hui des hackamores sur des rênes extrêmement tendues, d'autres extrêmement longues. Est-ce que ça va jouer dans tous les cas sur le confort, l'inconfort du cheval et sur le changement ou pas de mort? Oui, mais c'est-à-dire c'est de nouveau lors de la présentation, c'est pas parce qu'on passe à une en azur que pour ça que le cheval au plus confortable. Il y a des chevaux aussi qui ne s'adaptent pas à l'en azur, qui préfèrent rester sur du mort, par exemple, et d'autres qui préfèrent une en azur et qui ne soient pas du tout confortablement. Et il y a des en azur qui sont très sévères aussi, donc ils vont exercer des énormes pressions sur la tête du cheval. Et on peut avoir des lésions, par exemple sur l'os nasal, comme on peut en avoir sur les barres. Donc il n'y a pas de choses, il faut une bonne utilisation à tout niveau et pas faire du n'importe quoi. Bien d'accord. Alors attends, je vais demander à tout le monde s'ils ont encore des questions. J'ai une petite question aussi d'une jeune fille qui m'écrivait concernant son pur sang arabe. Elle trouve pas, elle a l'impression de ne pas trouver de mort adapté. Soit le mort est trop grand, soit le mort est trop petit. Elle est un peu perdue et elle demandait s'il existait des morts spécialement pour les pur sang arabes. Non, pas spécialement pour eux, mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus, on va dire, délicats, mais on trouve bien des morts pour les pur sang arabes. Dans le commerce, il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que tu vois la petite question de Perrine aussi qui disait est-ce qu'on peut mettre la même pression sur en termes de contact sur un mort et que sur une en azur? Là, il faut normalement au niveau des pressions, quand on fait des tests de pression sur les rênes avec un appareil, en fait, on voit que si le cheval est confortable, on a le même niveau de pression que ce soit sur l'en azur ou sur le mort. Donc voilà, il n'y a pas de différence. C'est réellement une histoire de confort. Donc normalement, le contact doit être léger, que ce soit l'un ou l'autre, le contact doit être léger. Géraldine nous dit qu'elle connaît un cheval qui mord son mort au travail et quand on lui passe le licol à la monte, il mord toujours autant comme s'il avait un mort en bouche. Est-ce qu'il anticipe sa douleur ou est-ce qu'il a un inconfort qui viendrait d'ailleurs au niveau que ce serait quelque chose qui viendrait de la tétière ou quelque chose de ce style? Ça peut être tout à fait dentaire aussi. D'accord, ok. Du coup, la question, c'est le cheval a-t-il vu le dentiste récemment? Oui. Ok, pas de souci, ça marche. Est-ce que vous avez tous d'autres questions? Dites-nous tout. À quoi est-ce que vous pensez quand on vous parle de tout ça? Ah, Géraldine dit qu'effectivement, oui, le cheval a vu le dentiste il y a pas longtemps. Mm-hmm. Donc ostéo ou quelque chose de cet ordre-là, c'est ça? Oui, crânio-sacré, par exemple, traitement crânio-sacral aussi, peut avoir des tensions au niveau de la tête, donc. Ok, pas de souci. Est-ce que vous avez tous d'autres questions pour Géraldine? Ou est-ce qu'on lui demande de nous donner ou est-ce qu'on lui demande de nous donner le mot de la fin? Non, on se rend compte qu'on ne sait enfin rien. Si, je pense que oui, rien et tout, en fait, c'est compliqué. Je pense que le but de ces conférences aussi, c'est de vous rendre conscient des soucis qu'il peut y avoir et pas dire directement, tiens, on a un cheval qui veut pas travailler ou un cheval qui est difficile. Plutôt aller voir, est-ce qu'il n'y aurait pas un souci, comme on a déjà vu l'importance du saddle fitting, est-ce que notre cheval n'a pas un problème au niveau du filet ou du mort, ça c'est déjà très important. Et essayer de regarder à ce niveau-là s'il n'y a pas un souci. Demander conseil aussi, on va dire, à son dentiste s'il voit pas de lésion dans la bouche du cheval, par exemple. C'est important aussi parce que nous, on va pas adopter le doigt dans la bouche du cheval, on va dire ça comme ça pour les cavaliers. Donc ça, c'est quelque chose d'important.
On peut demander à l'ostéopathe aussi s'il n'a pas constaté plus des pressions, des tensions au niveau de la nuque ou de la tête du cheval. Ça aussi, ce serait une indication. Ça ne vient pas tout seul. Donc, ce sont certains points, on va dire, qui se rejoignent aussi dans l'achat qu'on va faire du matériel et l'entretien du matériel. Bien laver le mors après chaque utilisation à l'eau claire, très important parce qu'on va le remettre dans la bouche du cheval. Faire attention aux points d'oxydation. Se dire aussi qu'on a, mais dans 20 ans, ce sera plus le même et il faudra peut-être l'avoir changé entre temps. Donc, être bien conscient de son matériel. Je crois qu'il y a une prise de départ. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, pour le choix, si on est déjà soi-même plus conscient et plus éveillé, notre choix se guidera déjà de par lui-même. Après, si on est vraiment dans le souci, ben on va dire les BitFitters sont là pour vous aider aussi, quoi, dans le bon choix. Voilà. Est-ce que tu as vu la suite de l'intervention? Oui, voilà, oui, mais j'espère que oui, c'est ça. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Non, le beach-fitting est aussi très nouveau, donc j'espère que ça va se faire connaître. Et c'est vrai qu'après, le but c'est que ce soit quelque chose de très courant et banalisé. Waouh, aujourd'hui j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. J'ai fait venir le beach-fitter pour mon cheval. Non, ça doit être quelque chose de logique. Le dentiste est passé, le beat-fitter est passé, le saddle fitter est passé, l'ostéo est passé, voilà, le maréchal est passé. Et maintenant, au travail, quoi, ou en balade, on est tranquille, on a le bon matériel, on a le cheval qui est en bonne condition et c'est du pur plaisir, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le but. Tu disais que tu étais en train, ou que la dernière fois, tu nous disais que tu allais peut-être monter une formation pour devenir beatfitter en France. T'en es où? Ah, ça se concrétise de plus en plus. Oui, oui, oui. Ça se met en place petit à petit. Oui. D'accord. Parce que du coup, donc c'est une affaire à suivre, mais bon, voilà. Pas tout de suite encore. Ben ça prend du temps en fait, voilà. Ouais. Mais ça se met bien en place. Donc ne vous inquiétez pas, prenez juste patience. Et les gens dans le sud là, parce que pareil, par texto, j'ai toujours une question qui dit et quand est-ce que tu viens dans le sud? Quand est-ce que tu viens dans le sud? Est-ce que tu as des consultations de prévues? Mais là j'ai eu beaucoup de demandes en région lyonnaise, mais c'est vrai que du coup c'est pas la porte à côté pour moi puisque je suis du nord. Donc pour le nord de France, c'est beaucoup plus facile que pour le sud. Mais voilà, il n'y a pas encore eu de choses qui se sont mises, on va dire concrètement, pas de date fixée, mais c'est vrai que, à mon avis, que je vais devoir me rendre ne fût-ce qu'en région lyonnaise. Donc, voilà. D'accord. Tu vois, alors, je pense qu'Evaëlle avait peut-être pas forcément entendu le début, de ton intervention la dernière fois. Et elle demande si effectivement aujourd'hui il n'y a aucune formation de beatfitting en France. Non, pour l'instant il n'y a pas encore de formation. On a une qui se met en place, mais il n'y en a pas encore d'officielle en France. Un peu de patience. Donc Evaëlle, tu as deux options. Soit t'attends, soit tu demandes à Géraldine de passer. En fait, voilà. C'est ça. Extra. Est-ce que tu as vu sa remarque de saddle fitting? Oui. Bah, je crois que le saddle fitting est plus développé aujourd'hui que le beat fitting. Après, oui, mais c'est plus connu aussi. Oui. Mais ça va venir. Prenez pas patience. Toi, en Belgique, c'est quelque chose qui est plus connu aux Pays-Bas aussi ou pas forcément? Oui, c'est plus connu. Oui. Et du coup, tu sens une différence dans l'approche des cavaliers par rapport aux cavaliers? Oui, dans le sens où c'est plus connu, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose aussi d'assez nouveau et c'est plutôt le bouche à oreille qui fonctionne. C'est-à-dire que il y a tel cavalier de renom qui a eu recours au service d'un beatfitter qui donne lui-même cours, donc le cavalier,
qui va conseiller ça à ses élèves. De ce fait-là, ça fait du bouche à oreille, où ils ont entendu, où ils ont vu, ou dans une écurie, il y a un cheval qui est qualifié de immontable ou ingérable, et puis on appelle désespérément le bitfitter en dernier recours parce qu'on est le dernier espoir pour pouvoir quand même monter le cheval, et ça marche. Ouais. Et puis, de ce fait-là, c'est clair que du coup, d'autres cavaliers de l'écurie vont vous appeler, mais au départ, c'est pas qu'il y a une cavalier qui va dire ah oui, on va faire venir le bitfitter parce que c'est chouette, c'est génial et on en a besoin. Ce sont les personnes qui ont déjà eu qui font la promotion d'elles-mêmes. Et en fait, les premières personnes qui ont recours au bitfitting, c'est souvent des cavaliers de dressage qui ont eu des commentaires pour des chevaux qui sortent la langue, qui ont la bouche ouverte, qui ont des pléocomies des lèvres, qui vont appeler le bitfitter parce que ça peut plus durer comme ça, ou des personnes qui se trouvent confrontées à un cheval qui est ingérable et qui ont déjà essayé 10 morts différents et qu'il n'y en a aucun qui marche. Donc, la première démarche, c'est une démarche comme ça. Après, ça va être ces personnes-là qui vont faire la publicité, qui vont dire aussi, tiens, on a un cheval de débourrage, mais ce serait bien qu'ils voient le bitfitter avant qu'on fasse n'importe quoi. Mais c'est pas encore la démarche généralisée et primaire de tout le monde. Voilà. Mais bon, ça rentre finalement de plus en plus dans les mœurs, au moins en Belgique et aux Pays-Bas, quoi. Oui, ça devient, c'est plus banalisé, quoi, en fait, on va dire. C'est pas quelque chose d'aussi extraordinaire que ça, quoi. Voilà. D'accord. Non. Okay, ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Géraldine? Ou est-ce qu'on lui demande de nous donner le mot de la fin? Qu'est-ce que vous en pensez tous? Je vois pas d'autres questions arriver. Du coup, je pense que tout le monde a eu ses réponses. D'accord. Je sais pas si vous avez vu, je vous ai mis le site de Géraldine, mais je vous le remettrai dès qu'elle aura terminé sa conclusion. Écoute, Géraldine, les mots de la fin sont pour toi. D'accord, merci. Merci beaucoup pour votre présence ce soir, et puis j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et donc voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser via Laurence ou via moi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Qu'est-ce que, Géraldine, moi j'ai juste une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce que tu peux souhaiter aux cavaliers qui nous ont écoutés? On va dire, on souhaite le meilleur. Et puis voilà, quoi, que c'est bien qu'ils soient là déjà ce soir, parce que ça veut dire qu'ils sont intéressés par le bien-être de leur cheval, donc et qu'ils sont ouverts au nouveau. C'est très bien. Eh ben, écoute, un grand merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pour celles et ceux qui sont inscrits, vous retrouverez le replay. Si ce n'est à la fin de cette semaine, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas. Le programme des prochaines webconférences, on va parler de gestion de prairie pour celles et ceux qui ont des chevaux prêts. On va parler également de la place de l'énergie. Quelle énergie faut-il avoir pour quel cheval, que ce soit à pied ou monté. On va parler aussi d'équilibre et puis on va continuer à parler du bien-être des chevaux. Donc voilà, vous allez retrouver le programme en ligne également d'ici la fin de la semaine. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci encore à toi, Géraldine. Et puis je vais clore la webconférence, donc on va tous être déconnectés. Du coup, bonne soirée, grignotez bien pour ceux qui n'ont pas mangé. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence. C'est pour vous, passionnés de chevaux et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pourrez trouver pour vivre votre passion à 200%.